Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen de mathématiques du jury CESS général de la deuxième session de l'année scolaire 2023-2024. Dans cette vidéo, je corrigerai les 5 premières questions de l'examen, soit la première moitié de cet examen. La première question concerne les statistiques à deux variables. On vous donne un graphique qui représente le montant du salaire minimum horaire brut en euros pour la période de 2014 à 2019. On vous demande de déterminer le coefficient de corrélation, une droite de régression linéaire avec la méthode des moindres carrés et d'estimer le montant horaire en 2018. Bien évidemment, il faut noter tous les calculs. La première chose à faire est de lire sur le graphique les différentes valeurs de x, valeurs que vous allez lire sur l'axe horizontal et qui représentent ici les années. Ensuite, vous lirez les différentes valeurs de y que l'on lira cette fois-ci sur l'axe vertical et qui représentent le salaire horaire minimum. On reporte toutes ces différentes valeurs dans un tableau en colonnes, donc une colonne pour les valeurs de x, une colonne pour les valeurs de y. Ensuite, on complétera le tableau en ajoutant 3 colonnes. Une colonne qui va reprendre le produit xi fois yi, donc à chaque fois vous prenez la valeur de xi, vous multipliez par la valeur de yi et vous notez ici votre résultat. Une colonne qui va reprendre le carré des valeurs de x et une colonne qui va reprendre le carré des valeurs de y. On rajoutera également une ligne qui va à chaque fois reprendre la somme des nombres que vous trouvez dans une colonne. À ce moment-là, on peut consulter le formulaire fourni avec les examens qui va nous donner donc toutes les formules nécessaires pour répondre à la question. Donc pour calculer le coefficient de corrélation, vous aurez besoin de la covariance xy et de l'écart type pour la variable x, de l'écart type pour la variable y. Vous aurez besoin pour la droite d'ajustement également de cette covariance. Vous aurez besoin de x bar, de y bar, donc la moyenne arithmétique des x, la moyenne arithmétique des y. Et donc, vous allez pouvoir calculer toutes ces valeurs à partir de ce tableau de manière assez systématique. Allons-y, première chose à faire, on va calculer x bar. Donc pour ça, on prend la valeur qu'on a ici, on la divise par 5 et on obtient donc la moyenne arithmétique des x. Même chose pour y. Y bar, je prends la somme ici de ma colonne y, je divise par 5 parce que c'est le nombre de lignes évidemment, hein, vous obtenez 8,5. Pour la covariance XY, la formule est ici, il vous faut la somme des XI, YI, et bien la somme des XI, YI, c'est exactement le nombre que vous avez ici. Vous le divisez par le nombre de lignes par 5, et vous allez soustraire X bar que vous venez de calculer, fois Y bar que vous venez de calculer également. Donc la calculatrice vous donne évidemment cette réponse assez facilement, ici 0,48. Pour la variance de X, donc le sigma X carré, vous allez repartir de la valeur ici qui est la somme des xi carré divisé par 5 moins x bar au carré. Même chose pour y, vous prenez la somme des yi carré divisé par 5 moins y bar au carré. Lorsque vous avez ça, eh bien, il suffit maintenant d'appliquer bêtement les formules que vous avez ici. Donc premièrement, le coefficient de corrélation, je vais le calculer en prenant la covariance 0,48 divisé par sigma x et par sigma y. Attention, ce que j'ai calculé ici, c'est le sigma x carré. Donc je vais diviser par la racine de 2,96 et par la racine de 0,08. Ça me donne 0,986, ce qui indique une très bonne corrélation entre les valeurs x et y. Pour la droite d'ajustement, eh bien, je vais appliquer ici cette formule. Y moins y bar, c'est-à-dire 8,5, c'est la covariance xy 0,48 divisé par sigma x carré, donc divisé par le 2,96, fois x moins x bar, 2016,2 que j'ai là. Bien évidemment, je peux distribuer ici cette valeur sur la parenthèse et faire passer le terme 8,5 de l'autre côté du signe égal pour obtenir une équation de cette droite de régression sous la forme y égale mx plus p. Une fois que vous avez cette droite de régression, eh bien, il est facile de répondre à la question qui était d'estimer le salaire horaire pour l'année 2018. Il suffit de remplacer x par 2018 et de calculer le y correspondant et vous obtenez que le montant horaire en 2018 est estimé à 8,79 €. Dans la question 2, on va passer aux suites et aux maths financières. Une première sous-question concerne les maths financières. On vous parle d'un investisseur qui place 21 000 € à intérêt composé au taux annuel de 1,5%. On vous demande de calculer le taux journalier équivalent, ensuite de calculer la valeur acquise par ce capital après 2500 jours de placement. Donc vous voyez dans cette question, il manquait un mot. Donc la phrase n'est pas très compréhensible. Donc si vous êtes devant ce cas de figure lors d'un examen, surtout n'hésitez pas à poser la question pour être bien sûr d'avoir compris la question.
Puis on vous demande de calculer l'intérêt total produit par ce placement au bout de ces 2500 jours. Donc pour la partie maths financière, vous avez également droit à un formulaire que je vous rappelle ici. Et on vous demandait de calculer le taux journalier équivalent. Alors le taux journalier équivalent, il n'est pas repris ici dans la formule, mais bien évidemment, on peut appliquer la logique que l'on voit ici et dire que 1 plus le taux annuel, ce sera 1 plus le taux journalier exposant 365, puisqu'il y a 365 jours dans une année. Donc une petite transformation de formule vous permet d'isoler ce taux journalier. Et donc, si on vous donne le taux annuel de 1,5%, vous pouvez à l'aide de votre calculatrice faire ce calcul et trouver donc la valeur du taux journalier que vous pouvez donc exprimer également en pourcent en reculant cette virgule de 2 places. Une fois que vous avez ce taux journalier, vous pourrez répondre à la deuxième question. On vous demande de calculer la valeur acquise par ce capital après 2500 jours de placement. Donc vous devez utiliser la formule des intérêts composés, puisqu'on vous dit bien dans l'énoncé que ce sont des intérêts composés. Mais bien évidemment, puisqu'on compte la durée en jours, on va utiliser le taux journalier. Donc, cette formule devient le capital après 2500 jours, c'est le capital initial, fois 1 plus le taux journalier, le taux exposant 2500 puisqu'il y a 2500 jours. Je peux remplacer donc ces zéros par la valeur donnée dans l'énoncé. Le taux journalier, simplement le taux que je viens de calculer ici, plus 1, exposant 2500, et la réponse à la calculatrice vous donne donc 23 254,52 €. Si on vous demande ensuite l'intérêt total, il suffit de soustraire de cette somme la valeur du capital initial et donc nous aurons gagné 2 254,52 € d'intérêt avec ce placement. Deuxième sous-question, cette fois-ci ce sera une question de suite. On suppose que chaque année, la production d'une usine subit une baisse de 4%. Au cours de l'année 2023, la production a été de 45 000 unités. Si la production descend en dessous de 10 000 unités, la société sera déclarée en faillite. Donc si la baisse continue de la même manière, quand la société sera-t-elle déclarée en faillite? Et il faut bien évidemment utiliser les formules des suites. Alors, il faut bien se rendre compte qu'une baisse de 4%, ça revient à multiplier la production par 1 moins 0,04, donc par 0,96. Et donc, s'il s'agit de multiplier la production toujours par une constante, on est face à une suite géométrique. Et je vous rappelle ici les formules. Ce que l'on demande, en fait, c'est à partir de quand la production sera en dessous de 10 000 unités. Donc, on vous demande pour quel n, un sera plus petit que 10 000. Alors, je vais remplacer un par sa formule ici. U1, c'est-à-dire ici 45 000, fois la raison Q 0,96 exposant n-1 plus petit que 10 000. Et il faut résoudre cette inéquation pour trouver n. Première chose à faire, je vais faire passer 45 000 de l'autre côté. Et puis ensuite, puisque mon inconnu est dans l'exposant, je vais prendre le logarithme à gauche et à droite dans mon inéquation, de manière à pouvoir appliquer une propriété très intéressante des logarithmes, c'est que l'exposant qui est ici peut venir en fait en facteur multiplicatif devant le logarithme, ce qui va nous permettre d'isoler le n. Donc ensuite, je vais diviser par log de 0,96. Et donc attention ici, petit piège, le logarithme de 0,96 est une valeur qui est négative puisque 0,96 est plus petit que 1. Le logarithme d'un nombre plus petit que 1, c'est négatif. Donc lorsque vous divisez une inéquation par un nombre négatif, n'oubliez pas de retourner le signe de l'inégalité ici. Ensuite, pour calculer le n, il suffit encore de transférer le terme ici moins 1 de l'autre côté, ça devient plus 1. Vous prenez votre calculatrice et vous trouvez que n doit être plus grand que 37,8. On va donc arrondir à 38 et on peut donc conclure que la société sera déclarée faillite la 38e année. Mais attention, ma formule ici qui partait de U1 signifie que 2023 était la première année. Donc la faillite, ce sera 37 ans après 2023 et donc en 2060. La question suivante concerne les asymptotes et les limites. On vous demande de déterminer les paramètres réels a et b pour que la fonction donnée ici admette des asymptotes en y est égal à moins 3, c'est-à-dire une asymptote horizontale, et une asymptote en x est égal à 2, ça veut dire donc une asymptote verticale. Bien évidemment, on vous demande de justifier les résultats avec des limites. Alors, je vais commencer avec l'asymptote verticale qui est là. Il faut que la limite de la fonction pour x tendant vers 2
puisque l'asymptote verticale est en x égale 2, soit égal à plus ou moins l'infini. Alors ceci n'est possible que si le dénominateur de ma fonction est égal à 0 pour x égale 2. Donc il faut que 2 fois b moins 10 soit égal à 0. Bien évidemment, à ce moment-là, il ne faut pas que le numérateur soit égal à 0, sinon on serait devant une forme indéterminée et il nous faudrait lever l'indétermination. Donc, si 2b moins 10 est égal à 0, ça veut dire que b doit être égal à 5 et il faudra évidemment que a soit différent de moins 1 et donc ça on vérifiera à la fin qu'on est bien dans ce cas-là pour pouvoir bien avoir notre asymptote verticale en x est égal à 2. Donc nous avons trouvé un premier paramètre, évidemment pour la suite nous allons considérer b est égal à 5. Donc la suite, c'est que nous avons une asymptote horizontale, y est égal à moins 3. Donc il faut que la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de ma fonction, cette fois-ci avec le b égale à 5, ça vaille moins 3. Alors, lorsqu'on calcule une limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini, on peut se contenter de conserver le plus haut degré au numérateur, le plus haut degré au dénominateur, ce qui permet de simplifier le calcul des limites à ceci. Évidemment, les x se simplifient, et donc ça veut dire que a sur 5 doit être égal à moins 3. Donc a est égal à moins 15, et donc la condition ici que a devait être différent de moins 1 est bien respectée. Et nous avons trouvé la valeur des deux paramètres. Deuxième sous-question dans la partie limite, on vous donne un graphique et puis on vous demande de compléter les égalités, donc de trouver les réponses qui sont demandées ici. Alors la première chose qu'on demande, c'est le domaine de la fonction. Eh bien, vous avez ici une hyperbole, donc bien évidemment il faudra retirer du domaine la valeur de x qui correspond à l'asymptote verticale ici, c'est-à-dire moins 0,5, et également la valeur de x qui correspond ici au point creux de la fonction en x est égal à 4. Et donc votre domaine de f, c'est l'ensemble de réels dont on retire les valeurs moins 0,5 et 4. Ensuite, on demande la limite de la fonction pour x tendant vers plus l'infini. Donc ici, à l'extrême droite, ma fonction tend vers 0,5, valeur de l'asymptote horizontale. En moins l'infini, même chose, même asymptote horizontale, donc nous avons la même limite 0,5. Lorsque x tend vers moins 0,5 en venant de la droite, donc c'est ce qui se passe à droite de l'asymptote verticale, je vois que ma fonction tend vers plus l'infini. À gauche de mon asymptote verticale, je tends vers moins l'infini. Et puis on demande la limite pour x tendant vers 4. Et donc ici, la limite pour x tendant vers 4, alors ce n'est pas hyper précis sur le graphique évidemment, mais donc on aura certainement une certaine souplesse dans la correction. Donc si vous mettez 0,9, ça passera très bien puisque vous êtes légèrement en dessous de 1 à ce niveau-là sur le graphique. Question suivante, les dérivés. On vous donne une fonction dont on vous donne le graphique. Et on vous demande de compléter, premièrement, le tableau de variation de f. Donc simplement, on vous demande de dire quand est-ce que c'est croissant, quand est-ce que c'est décroissant. Et donc dans votre tableau de variation, vous devez bien évidemment indiquer les valeurs particulières où il y a quelque chose de spécial qui se passe au niveau de la croissance et de la décroissance. Et donc ici, en x égale 1, on voit qu'on passe par un minimum. Donc la fonction est décroissante d'abord, puis croissante. Et ici, en x égale 3, on passe par un maximum. Donc il faut bien indiquer les valeurs 1 et 3 dans ce tableau et indiquer donc la croissance de la manière suivante. On demande alors de déduire le tableau de signes de la dérivée f'. Eh bien, ça c'est très simple évidemment, puisque une fonction décroissante signifie une dérivée négative, une fonction croissante signifie une dérivée positive, un minimum et un maximum signifiera une dérivée nulle et donc on obtient le tableau de signes suivant de la dérivée de f'. Ensuite, on vous propose 3 représentations graphiques et on vous demande quelle est celle susceptible de représenter la fonction dérivée f'. Et donc, vous devez sélectionner parmi les 3 graphiques le graphique qui répond à ce tableau de signes ici. Donc, il vous faut une fonction qui soit négative d'abord, qui passe par 0 en x égale 1, puis qui est positif, puis qui repasse par 0 en x égale 3, puis qui est de nouveau négatif. Et donc, il s'agit bien du graphique 2. On vous demande de justifier. Donc, avec une phrase, vous pouvez écrire par exemple « parce que les racines sont 1 et 3 » ici, et parce que f' est positive entre les racines et négative à l'extérieur des racines. Et voilà, ça suffit amplement comme justification. Soit une fonction définie sur R, cette fois-ci une fonction qu'on vous donne non plus avec un graphique mais avec son expression algébrique, et donc ici une fonction du 3e degré. On vous demande de dire si cette courbe, si la courbe représentative de cette fonction admet quelque part des tangentes parallèles à l'axe des abscisses.
Alors l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Donc quelque part, on vous demande s'il y a des tangentes parallèles, des tangentes horizontales, donc parallèles à l'axe X. Alors, la pente d'une tangente, c'est en fait la valeur de la dérivée. Donc la première chose à faire, c'est de calculer la dérivée de cette fonction-ci. Et puis, si cette tangente doit être parallèle à l'axe x, donc horizontal, il faut que la pente de la tangente soit nulle. Donc, il faudrait que cette dérivée soit nulle. Donc, on vous demande, y a-t-il des x pour lesquels cette dérivée est égale à 0? Donc, il faut résoudre cette équation du second degré. Vous pouvez la résoudre en calculant le delta et vous allez trouver un delta négatif, ce qui signifie que, en fait, il n'y a pas de valeur de x pour laquelle la tangente, la dérivée est nulle. Donc, il n'y a aucune valeur de x pour laquelle la tangente à la courbe sera parallèle à l'axe des x. Donc, la dérivée n'est jamais nulle. Il n'y a donc pas de tangente parallèle à l'axe des abscisses pour toute cette fonction-là. Ensuite, on vous demande si la courbe représentative de cette même fonction f admet des tangentes parallèles à la droite y est égale à 3x moins 2, c'est-à-dire à une droite de pente 3. Donc, on vous demande, est-ce que la dérivée vaut 3 parfois? Donc, cette fois-ci, vous devez prendre la dérivée et l'égaler à 3, résoudre cette équation-là. Donc, vous allez obtenir que 3x carré plus 2x doit être égal à 0. Vous pouvez mettre x en évidence et vous trouvez donc deux solutions à cette équation. X est égal à 0 ou x est égal à moins 2 tiers. Ça signifie que la courbe représentative de f admettra deux tangentes parallèles à la droite y égale 3x moins 2. Une se retrouvera au point d'abscisse 0 et une autre au point d'abscisse moins 2 tiers. Cinquième question, les fonctions trigonométriques. On vous demande de déterminer la période de la fonction qui est donnée ici. Donc attention, ce n'est pas très bien affiché, mais il s'agit de f de x est égal à 5 demi fois sinus de 3x demi. Et on vous demande donc la période. Alors je rappelle l'expression générale d'une fonction sinusoïdale ici, où le a représente l'amplitude, k le déphasage, et la période sera donnée par 2π divisé par c. Donc, si on vous demande la période ici, vous devez prendre 2π et le diviser par le coefficient de x, c'est-à-dire 3,5. Donc, 2π divisé par 3,5, ça fait 4π tiers, et voici la période de la fonction. Ensuite, on vous demande de donner les coordonnées de deux minima consécutifs et de représenter graphiquement la fonction sur deux périodes. Alors, personnellement, je trouve que trouver les coordonnées des minima, c'est plus facile quand on a le graphique. Donc, dessinons-le. On vous donnait sur votre feuille d'examen déjà un quadrillage avec des axes et des axes qui étaient déjà prégradués. Ici, vous avez donc la graduation pi et ici une graduation 0,5 sur l'axe y. Attention qu'on vous demande de représenter la fonction sur deux périodes. N'allez pas en dessiner plus, vous seriez pénalisé. Donc deux périodes. Vous devez dessiner donc un sinus sur une période de 4 pi tiers deux fois. Donc 4 pi tiers, ça veut dire ici 4 petits carrés, puisque 3 carrés, ça fait pi. Donc, vous devez dessiner un sinus entier, une courbe de sinusoïdale sur 4 pi tiers. Et bien, une deuxième période, vous pouvez la faire ici. Et attention que l'amplitude vaut 5 demi. Donc, si un petit carré ici vaut 1 demi, vous devez monter sur 5 carrés. Et donc, voici la courbe qui était demandée. Une fois qu'elle est dessinée, ça devient très facile de trouver des minimums consécutifs. Vous voyez qu'il y a un premier minimum ici pour x égale à moins pi tiers. Et un deuxième ici pour x est égal à pi. Attention qu'on vous demande pas seulement les abscisses, mais les coordonnées. Et donc, vous mettez les coordonnées complètes des deux points. Moins pi tiers, moins 5 demi, et pi, moins 5 demi. Voilà pour cette correction de la première partie de l'examen. J'espère que ça vous aide dans votre travail et que mes explications sont suffisamment claires. Je vous retrouve avec plaisir dans la vidéo consacrée à la correction de la deuxième partie de l'examen. Bon travail à tout le monde!